Bien, bonjour chers élèves. Voici donc une vidéo pour reprendre un peu plus en détail l'explication de texte numéro 14, qui est la première consacrée à Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce. C'est une pièce de théâtre qui a été publiée en 1990, pièce de théâtre qui est largement tragique, mais pas que, dont nous allons étudier ici le prologue. Alors simplement, pour qu'on soit à peu près au fait de ce qui se passe dans cette pièce, je vais me permettre de vous lire le résumé afin qu'on ait un aperçu à peu près clair de l'intrigue. Donc le résumé est le suivant. Après une longue absence, Louis décide de rendre visite à sa famille et d'annoncer aux siens sa mort prochaine. Sa mère, sa petite sœur, son frère et sa belle-sœur sont réunis pour sa venue. Mais les retrouvailles ne se font pas sans heurts. Au fil de la conversation, les reproches affleurent, d'anciennes blessures se rouvrent, et à chaque instant, le conflit menace le fragile édifice familial. Bref, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on a un personnage principal qui s'appelle Louis, qui a quitté sa famille pendant un certain laps de temps, et qui revient pour annoncer qu'il va mourir. Donc on est vraiment là, si vous voulez, dans un cadre tout à fait tragique. Un personnage qui a un destin fixé, un destin funeste en plus, puisqu'ici c'est celui de la mort, et qui va devoir annoncer aux membres de sa famille qu'il n'a pas vu depuis longtemps, et bien précisément qu'il va mourir. Alors, pour illustrer cette séance 2, vous voyez que vous avez un tableau qui est peu ragoûtant sous vos yeux. C'est un tableau d'un peintre espagnol qui s'appelle Goya. Et ici, le titre de ce tableau, c'est Chronos dévorant ses enfants. Alors, c'est un épisode de la mythologie sur lequel je ne vais pas tellement revenir, une guerre qui a eu lieu entre les titans, les premiers dieux, et ainsi de suite. Ce qui est intéressant, c'est que Chronos, c'est le dieu du temps. Et ici, on a justement affaire à un personnage, Louis, qui a comme ennemi mortel le temps. Parce que chaque minute qui passe, chaque seconde qui passe, le rapproche un peu plus de la mort. Et du coup, Louis, il est vraiment comme cet enfant qui se fait dévorer. Louis, il est dévoré par le temps, ce temps qui est présenté comme un ennemi effroyable, un ennemi imbattable, un ennemi face auquel on est impuissant. Alors, je disais qu'on allait étudier justement le prologue de cette pièce de théâtre. Le prologue, vous l'avez sous les yeux. Alors, on s'aperçoit qu'il n'y a qu'un seul personnage qui parle. Ce seul personnage sur scène, c'est Louis. Louis, le protagoniste, le personnage principal. Quand un personnage parle seul sur scène, on dit alors que c'est un monologue. Monologue, du grec ancien monologos, logos qui veut dire mille et une choses, mais qui veut notamment dire la parole, et mono qui veut dire seul. Donc littéralement, monologue, c'est la parole seule. Le monologue, c'est quand un personnage parle seul sur scène. Donc ici, on a affaire à un monologue. Et vous voyez que ce monologue, visuellement, il a une forme un peu particulière. Il se présente un peu comme un poème en vers libre, ça veut dire un poème avec des vers qui ne riment pas, un poème avec des vers qui changent aussi fréquemment de métrique, c'est-à-dire qu'on a tantôt des alexandrins, des octosyllabes et ainsi de suite, un poème sans règle, si vous voulez. Toute la pièce de Jean-Luc Lagarce est écrite sur ce format-là, avec quelque chose qui ressemble à un poème en vers libre. Je vais donc vous lire l'extrait qui va être aujourd'hui étudié. Louis. Plus tard, l'année d'après, j'allais mourir à mon tour. J'ai près de 34 ans maintenant, et c'est à cet âge que je mourrai, l'année d'après. De nombreux mois déjà que j'attendais à ne rien faire, à tricher, à ne plus savoir. De nombreux mois que j'attendais d'en avoir fini. L'année d'après. Comme on ose bouger parfois, à peine, devant un danger extrême, imperceptiblement, sans vouloir faire trop de bruit ou commettre un geste trop violent qui réveillerait l'ennemi et vous détruirait aussitôt. L'année d'après. Malgré tout, la peur, prenant ce risque et sans espoir jamais de survivre, malgré tout, l'année d'après, je décidai de retourner les voir, revenir sur mes pas, aller sur mes traces et faire le voyage pour annoncer, lentement, avec soin et précision, ce que je crois, lentement, calmement, d'une manière posée. Et n'ai-je pas été toujours
N'ai-je pas toujours été pour les autres, et eux tout précisément, n'ai-je pas toujours été un homme posé? Pour annoncer, dire, seulement dire, ma mort prochaine est irrémédiable. L'annoncer moi-même, en être l'unique messager, et paraître peut-être ce que j'ai toujours voulu et décidé, en toutes circonstances, et depuis le plus loin que j'ose me souvenir, et paraître pouvoir là encore décider, me donner et donner aux autres, et à eux, tout précisément, toi, vous, elle, ceux-là encore que je ne connais pas, trop tard et tant pis, me donner et donner aux autres une dernière fois l'illusion d'être responsable de moi-même et d'être, jusqu'à cette extrémité, mon propre maître. Alors, dans cet extrait, on a affaire à un personnage qui, au fond, nous donne deux informations. Première information, il va mourir. Il a près de 34 ans et il va mourir. Il va mourir de quoi? On ne sait pas. Il va mourir comment? On ne sait pas. Mais il a une certitude, il va mourir. Première information. Deuxième information, il va retourner voir les membres de sa famille, qu'il n'a de toute évidence pas vus depuis longtemps, pour leur annoncer cette terrible nouvelle. Vous avez vu que le personnage, il ne parle pas de façon réaliste. On a l'impression qu'il est vraiment à la recherche du mot juste, du mot exact. Il revient en permanence sur ce qu'il dit. Il utilise beaucoup de synonymes, il tourne un peu autour du pot, comme pour essayer de trouver le mot juste, ce mot qui sera exactement mettre le doigt sur ce qu'il ressent et sur ce qu'il veut dire. Ce passage, on va le découper en deux parties. Et ces deux parties, en fait, ce sont les deux informations que le personnage nous donne. D'abord, une première partie de la ligne 1 à 11, c'est la première information. Louis nous annonce qu'il va mourir. Ensuite, la deuxième partie, c'est la deuxième information de la ligne 12 à 35, où Louis nous annonce qu'il prend la décision de rentrer chez lui voir sa famille pour annoncer sa mort prochaine. Alors, la question qu'on va se poser dans le cadre de cette explication de texte numéro 14 et non pas 12, c'est dans quelle mesure ce prologue est-il traditionnel? Ben oui, parce qu'en fait, on a affaire ici à un passage décisif d'une pièce de théâtre. On est au tout début. Alors, le tout début d'une pièce de théâtre, ça peut s'appeler un prologue. Le terme prologue, je vais peut-être juste revenir dessus pour vous éclairer un peu le sens de cette problématique. Le prologue théâtral, c'est le moment décisif d'une pièce de théâtre, c'est le tout début d'une pièce de théâtre, et ça nous vient de l'Antiquité. C'est vraiment l'étape clé des œuvres théâtrales de l'Antiquité. Alors, étymologiquement, prologue, ça signifie avant la parole. Logos, j'ai dit tout à l'heure que ça voulait dire parole, et pro, ça peut vouloir dire avant la parole. Littéralement, avant la parole, ça veut dire de façon un peu plus figurée, avant l'action, avant que la pièce ne commence, avant que l'intrigue ne démarre. Du coup, le prologue, c'est quoi? Durant l'Antiquité, c'était un personnage qui était extérieur à l'action théâtrale, c'est-à-dire un personnage qu'on n'allait pas voir au cours de la pièce, qui vient devant les spectateurs situer l'intrigue, c'est-à-dire annoncer les grands thèmes de la pièce et présenter les personnages de l'intrigue. Ici, c'est un peu ce qu'on a en fait. L'intrigue, elle ne commence pas vraiment. Et pour autant, on sait déjà de quoi ça va parler et on sait déjà quels vont être les personnages concernés. Bien sûr, il y a une petite originalité ici, c'est que le personnage qui parle dans ce prologue, ce n'est pas un personnage qui est extérieur à la pièce. Au contraire, c'est le personnage principal. Du coup, ce qu'on aperçoit, c'est que Jean-Luc Lagarce, il joue vraiment avec la tradition théâtrale. C'est pour ça que la question qu'on va se poser, c'est dans quelle mesure ce prologue est-il traditionnel? En fait, on va voir qu'il fait un début de pièce de théâtre assez conventionnel, assez traditionnel, sachant qu'au début d'une pièce de théâtre, comme au début de tout texte littéraire, en fait, il faut informer le lecteur ou le spectateur, c'est-à-dire lui donner les informations essentielles lui permettant de comprendre ce qu'il va lire ou ce à quoi il va assister, à savoir répondre aux 4 questions fondamentales qui sont où, quand, comment, pourquoi et qui aussi d'ailleurs. 5 questions. Où, c'est-à-dire où se passe l'action, quand se passe l'action,
comment, c'est-à-dire quel style d'histoire je vais avoir, plutôt drôle, comique, plutôt triste, tragique, qui, qui vont être les personnages concernés et où se déroule l'action, bien sûr. Alors, avant de commencer l'étude même de ce passage, je voulais juste jeter un coup d'œil à ce qui précède notre extrait. Juste avant notre extrait, comme dans toutes les pièces de théâtre, eh bien, on a une liste de personnages. Et cette liste de personnages, en fait, elle nous dit déjà beaucoup de choses. Alors, on s'aperçoit que dans cette pièce, on va avoir affaire à 5 personnages. Louis, 34 ans, Suzanne, sa sœur, 23 ans, Antoine, leur frère, 32 ans, Catherine, la femme d'Antoine, 32 ans, la mère, mère de Louis, Antoine et Suzanne, 61 ans. Ensuite, on a une petite précision en italique, c'est-à-dire une didascalie ici, qui nous dit « Cela se passe dans la maison de la mère et de Suzanne, un dimanche, évidemment, ou bien encore durant près d'une année entière. » Alors d'abord, ce qu'on peut repérer, c'est ce qui apparaît en bleu, c'est qu'on est bien sûr projeté dans une famille. Les personnages se situent les uns par rapport aux autres en fonction de leurs liens familiaux. D'accord ? Et remarquez bien d'ailleurs comment tout part de Louis. Suzanne, c'est la sœur de Louis. Il y a ici le déterminant possessif qui montre que tout part de Louis. Et puis au fur et à mesure, bien sûr, on a l'ensemble de la toile familiale. Les âges ne sont pas inintéressants. On voit qu'on a affaire à une forme, au fond, disons, de division générationnelle. On a 2 grandes générations, voire 3 grandes générations. D'abord, on a Louis, Antoine et Catherine, qui ont à peu près le même âge. Louis a 34 ans, Antoine 32 et Catherine 32. On s'aperçoit du coup que Louis est le frère aîné. C'est le frère aîné de la famille. C'est le frère aîné d'Antoine aussi. Et on va voir que ça, bien sûr, c'est pas anodin. Et ça sera même lourd de sens plus tard dans la pièce. Dans l'explication de texte numéro 15, vous allez voir à quel point le fils cadet, celui qui est donc sous l'aîné, en veut énormément à son grand frère. On a Suzanne, la petite sœur, alors qui, elle, a quasiment 10 ans de moins. Elle est née bien plus tard, elle est peut-être un peu moins reliée du coup aux autres personnages, ou elle n'évolue pas tout à fait dans le même monde en tout cas. C'est peut-être une deuxième génération ici qui se dessine. Et puis bien sûr, on a la mère qui a 61 ans, encore une autre génération, ici une sorte de matriarche qui règne sur l'univers de la famille. Donc 3 générations qui se dessinent. D'abord, la génération de la mère, celle qui domine du point de vue de l'âge, c'est la matriarche, la chef de famille. Ensuite, les enfants qui sont juste derrière, si j'ose dire, c'est-à-dire Louis, Antoine et Catherine, et puis enfin Suzanne. Bien sûr, il y a un absent fondamental dans cette liste, dans cette famille, c'est le père. Le père qui n'est pas là, le père dont on n'entendra jamais vraiment parler, mais le père qui laisse là comme un vide que vont chercher à combler chaque personnage. 34 ans, c'est l'âge de Louis. Vous allez voir que c'est un âge très symbolique, très important, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. On va maintenant passer à la didascalie. La pièce se passe quand? Elle se passe un dimanche. Alors, un dimanche, ce n'est pas un moment au hasard dans la semaine. C'est par excellence le moment des retrouvailles familiales. C'est le moment dans la semaine du repas familial. D'ailleurs, avec une certaine ironie, Jean-Luc Lagarce, il insiste sur cette dimension familiale avec l'adverbe qui suit directement la précision temporelle, un dimanche, évidemment. C'est le moment de la famille. On est là vraiment plongé dans une temporalité qui est celle de la famille. Alors là, on remarque par là même que, et je vous laisse vous référer à la séance 1 qui précède directement celle-là, que Jean-Luc Lagarce, en fait, il s'inscrit vraiment dans les codes théâtraux quasiment du classicisme, en fait. Il y a peu de personnages, il y a une seule histoire, il y a un seul jour, donc on est là dans une unité quasiment de temps, de lieu, parce que ça va certainement se passer dans la maison familiale, et d'ailleurs on nous le dit, cela se passe dans la maison de la mère et de Suzanne, et
une unité d'action aussi, puisque l'action principale, ça va être Louis qui arrive pour annoncer sa mort. Donc, en fait, il est vraiment dans la tradition ici, Jean-Luc Lagarce. Vous voyez qu'il est complètement dans la tradition, et d'ailleurs, il le montre, il l'exhibe. Peu de personnages, une seule action, un seul lieu, une seule journée. On est là en plein dans le classicisme. Bien sûr, Jean-Luc Lagarce n'est pas un auteur classique, mais le classicisme a tellement marqué l'histoire du théâtre que les dramaturges qui ont suivi le classicisme se sont toujours positionnés plus ou moins explicitement vis-à-vis de ces règles. Et d'ailleurs, pour bien montrer qu'il n'est pas classique, il ajoute une petite précision un peu bizarre, un dimanche évidemment, ou bien encore durant près d'une année entière. Cette précision temporelle qui suit, elle vient brouiller complètement les pistes. Cette pièce, elle se passe durant une seule journée, enfin l'intrigue se déroule durant une seule journée, et en même temps, elle va aussi rebrasser toute une année. Donc vous voyez que là, il fait exploser l'unité de temps. Tout ne se passe pas en une seule journée. L'intrigue, elle va convoquer beaucoup de temporalité, et on assiste ici à un brouillage temporel qui est vraiment l'apanage de cette pièce, la caractéristique principale de Juste la fin du monde. Alors, tout ce que j'ai dit à l'oral, vous allez le retrouver sur le document que j'ai posté sur le blog et sur Pronote, tout bien écrit, pour que vous puissiez, bien sûr, avoir toutes les informations nécessaires. En classe, on aura peut-être l'occasion de voir, si on ne peut pas le faire en classe, ce n'est pas grave, je vous mettrai les liens en ligne, deux représentations, deux mises en scène de Juste la fin du monde. Alors d'abord, une mise en scène de Juste la fin du monde par la Comédie Française. La Comédie Française, vous connaissez peut-être cette institution théâtrale qui est la plus célèbre et la plus prestigieuse en France. Et il serait intéressant de voir le prologue, comment le prologue est mis en scène. Alors, sur la petite vignette que vous avez sous les yeux, vous avez l'acteur qui incarne Louis, pardon. Et vous allez voir que dans le prologue, si on le voit en cours ou si vous le voyez de votre côté, il parle de façon très monotone, sans émotion, complètement détaché. Complètement détaché. Comme si, en fait, toute cette histoire, elle s'était déjà passée. Comme si tout ça ne le concernait plus. À l'inverse, vous avez l'adaptation filmique de la pièce, Juste la fin du monde, par un jeune cinéaste extrêmement brillant qui s'appelle Xavier Dolan, où là, vous êtes plongé, non pas dans un prologue, parce que le personnage parle très peu, vous êtes plongé dans le retour, dans le voyage, plus exactement, de retour vers la famille. On suit Louis qui rentre chez lui, qui prend l'avion, qui prend ensuite un taxi et qui arrive dans la maison familiale. Et durant ce voyage, et ça vraiment c'est bien joué de sa part, et en cours j'espère qu'on aura l'occasion de voir ça, vous verrez, en arrière-plan, il y a plein de petits symboles liés à la mort, comme pour déjà annoncer, installer la dimension tragique. Alors, si on a le temps de faire ça en cours, on essaiera justement d'étudier ces deux prologues à travers cette série de questions que je passe bien évidemment parce que mon enregistrement ne me permet pas de vous montrer la chose ici. J'en viens tout de suite du coup à la première partie et à l'étude de la première partie. Alors la première chose bien sûr qu'on doit relever, c'est cette première information. Plus tard, l'année d'après, j'allais mourir à mon tour. C'est le premier point. Hein. On assiste ici à une prolepse funeste. Alors, prolepse, je ne sais plus si vous vous souvenez ce que ça désigne. On avait vu analepse. Analepse, c'est un flashback, quand je fais un retour dans le passé. Prolepse, c'est l'inverse, quand je me projette dans le futur. Ici, c'est exactement ce que fait Louis. Première ligne, plus tard, l'année d'après. Il se projette dans le futur. Et cette projection dans le futur, elle est funeste, c'est-à-dire elle est liée à la mort, parce que remarquez que, deuxième ligne, cette projection dans le futur, elle est là pour nous dire qu'il va mourir. Donc, dès le début, il y a un destin qui est fixé. On est dans la tragédie. Il va mourir dans le futur, quoi qu'il arrive. Un futur proche en plus, hein, l'année d'après. Alors, on n'a pas de date précise, c'est vrai, mais c'est quand même un futur proche qu'on peut mesurer, et l'horizon funeste, du coup, il est à portée de vue. Par contre, remarquez quelque chose d'un peu bizarre. Plus tard, l'année d'après, je me projette dans le futur. OK. J'allais, c'est quel temps? Imparfait.
Du coup, on a l'impression que Louis, en fait, il est déjà mort dans ce prologue et il nous parle depuis l'au-delà. Il nous raconte en fait tout ce qui s'est passé. Quand on utilise un temps du passé, comme c'est le cas ici avec l'imparfait, bah, c'est pour raconter quelque chose qui s'est déjà produit, quelque chose sur lequel je reviens. Ici, on dirait que c'est vraiment ce qui fait qu'il est déjà mort et qu'il nous raconte comment ça s'est passé. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure qu'il y a un brouillage temporel, c'est-à-dire qu'on passe tout le temps d'une temporalité à une autre, du présent au futur, du futur au passé, du passé au présent. Et bien justement, deuxième élément à relever, c'est l'adverbe temporel maintenant. J'ai près de 34 ans maintenant, et c'est à cet âge que je mourrai. Maintenant, c'est un adverbe qui va nous ancrer dans le présent. Ça y est là, le personnage nous ancre dans l'intrigue. Je ne vais pas te parler du futur, je ne vais pas te parler du passé, même si je vais devoir t'en parler. Là, je me positionne aujourd'hui et maintenant. Et aujourd'hui et maintenant, j'ai 34 ans. Et je vais mourir. On a vraiment, du coup, cette idée de distorsion temporelle qui est très forte. Vous voyez qu'on saute en permanence d'une temporalité à une autre. Et du coup, ça déstabilise un peu le spectateur. Vous voyez que ce n'est pas si clair que ça, en fait. Il est traditionnel et en même temps, pas du tout traditionnel, ce prologue. 34 ans. Et j'ai près de 34 ans. Alors, je vous disais tout à l'heure que cet âge, il n'est pas du tout anodin. 34 ans, et remarquez qu'il n'a pas encore 34 ans d'ailleurs. Dans la liste des personnages que je vous ai donnés, il est marqué Louis, 34 ans. Mais ici, le personnage nous dit « j'ai près de 34 ans ». Ça veut dire « je suis sur le point d'avoir 34 ans ». Bon, mais quand on est sur le point d'avoir 34 ans, en fait, on n'a pas 34 ans, on a 33 ans. Ah, et 33 ans, ça, c'est un âge symbolique. Pourquoi c'est un âge symbolique? Parce que c'est l'âge tragique par excellence. 33 ans, c'est l'âge de la mort du Christ. 33 ans, dans la littérature et dans tous les arts en Occident, c'est l'âge tragique par excellence. Et d'ailleurs, bref parenthèse, il y a beaucoup de stars qui sont mortes à 33 ans, et du coup, c'est devenu un âge un peu mythique, en fait. C'est l'âge de celui qui est emporté dans sa jeunesse. Alors, du coup, on voit que ici, le personnage, il sait qu'il va mourir, il formule une prédiction à son égard, c'est à cet âge que je mourrai, remarquez qu'il utilise le futur, et donc il est comme doué, c'est ce qui est indiqué, c'est ce mot que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, il est comme doué de préscience. Alors la préscience, c'est quoi? Science, c'est quand je sais quelque chose, préscience, c'est quand je sais avant de savoir. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est quand je suis capable de prédire l'avenir. Et ici, le personnage, il prédit son avenir. J'ai 33 ans et je vais mourir à 34 ans. Alors, bien sûr, le verbe clé dans cet extrait, c'est le verbe mourir. C'est le troisième élément à repérer. Dans tout cet extrait, on a un polyptote autour du verbe mourir. Mourir, mourait. Et je me permets, comme on va le faire assez souvent dans cette explication de texte, également de jeter un coup d'œil à la deuxième partie du texte, où on retrouve le mot mort, qui bien sûr participe de ce polyptote. Donc il dit les choses de façon très explicite. Je vais mourir. Il n'y a pas de façon plus crue, plus directe de désigner son destin. Pour autant, de quoi va-t-il mourir? On n'en sait rien. En fait, cette mort, elle est caractérisée de façon très imprécise. Et remarquez que, alors même que le verbe mourir est assez direct, assez franc, assez brutal peut-être, il utilise en même temps des euphémismes qui viennent donner un caractère un peu mystérieux et énigmatique à cette mort. Ces euphémismes, ils apparaissent en jaune. On en a un dans la première partie. En avoir fini, bien sûr que c'est un euphémisme qui désigne la mort. On en a un dans la deuxième partie, à la toute fin, jusqu'à cette extrémité. L'extrémité, ici, bien sûr, ça désigne la mort. Remarquez d'ailleurs comment la pièce s'ouvre sur la mention de la mort, je vais mourir, première partie, et se ferme sur, je dis cette pièce, je veux dire cet extrait, et se ferme sur, là aussi, la mention de la mort. Il nous parle de l'extrémité à laquelle il est confronté. Bon, vous voyez qu'on est quand même vraiment plongé dans la tragédie ici. Alors, cette mort,
On ne sait pas de quoi il en retourne exactement, de quoi va-t-il mourir, on ne sait pas. Par contre, quand est-ce qu'il va mourir, ça on le sait. Quand il aura 34 ans, c'est-à-dire l'année d'après. Et là, on a affaire à une anaphore qui est très marquée, qui apparaît en violet à l'écran, l'année d'après. Cette anaphore, elle est là, bien sûr, pour rappeler l'échéance fatale, l'échéance funeste et la force du destin. Quoi qu'il fasse, il mourra l'année d'après. Et il ne peut rien faire pour déjouer ce destin. Alors, l'année d'après, groupe qui apparaît 3 fois dans la première partie et qui réapparaît 2 fois dans la deuxième partie. Dans la mesure où on a là vraiment un destin qui est fixé et, semble-t-il, face auquel le personnage ne peut rien et auquel il ne pourra pas échapper, on peut parler de registre tragique. On est vraiment dans le registre tragique. Bref, vous voyez, on est là vraiment, ici, par contre, dans le côté très traditionnel d'une tragédie, où dès le début, on nous dit que la pièce va nous raconter l'histoire d'un personnage qui va mourir, personnage qui ne pourra pas échapper à cette mort. Alors, cette obsession pour le temps, cette obsession pour l'année d'après, elle marque, elle dessine, elle installe un thème central dans la pièce, le thème du temps. 5e élément à repérer, ce qui apparaît ici de façon encadrée, c'est l'isotopie du temps. Je vous avais dit au tout début de cette séance que le grand ennemi de Louis, ça allait être le temps. Eh bien ici, ce temps, il est partout présent. Il y a énormément de mots qui font référence au temps. Ils apparaissent ici entre crochets, c'est le 5e élément à voir. Plus tard, l'année, j'aurais pu mettre après aussi. An, âge, année, après, nombre mois, nombre mois. Je pourrais continuer encore et encore, hein. J'aurais pu mettre encore ici, année après. Hein. Dans la deuxième partie, bien sûr, année après, année après. Vous voyez qu'on a le thème du temps qui est très présent. C'est le grand ennemi ici qui surgit tout de suite, ce grand ennemi face auquel il ne peut rien, et qui, encore une fois, installe le registre tragique. On est en plein dans la tragédie. Le temps propulse Louis vers son destin, destin qui est en plus funeste. Alors, la tragédie, c'est un destin auquel je ne peux pas échapper. Et quand je ne peux pas échapper à un destin, j'ai tendance à être passif, c'est-à-dire à me laisser faire. À être fataliste, à me dire, bof, de toute façon, c'est foutu, donc que faire? Et sans surprise, on retrouve, c'est le 6e élément à relever, en vert ici, l'isotopie de la passivité, qui met vraiment en lumière l'impuissance de Louis face à son destin. J'attendais à ne rien faire. J'attendais d'en avoir fini. Il nous parle au bout d'un moment de bouger, mais bouger à peine. Bouger imperceptiblement, c'est-à-dire si peu qu'on n'arrive même pas à le percevoir. Bouger, mais sans vouloir faire quoi que ce soit, sans vouloir faire de bruit, sans vouloir commettre un geste trop violent. Bref, vous voyez, ici, c'est la passivité qui domine et Louis se sait déjà complètement fichu face à ce destin qui est le sien, face à cet ennemi qui est le temps. D'ailleurs, et c'est le nouvel élément à relever, on remarque une présence assez marquée de la négation dans notre passage. Ne plus, par exemple, ici, ne rien. J'aurais pu mettre également ici sans, que je mettrai tout à l'heure. Dans la deuxième partie, on retrouve aussi des négations, sans jamais. La négation, cette omniprésence de la négation, ou en tout cas cet usage fréquent de la négation, bien sûr, elle montre quelque chose. Elle montre que Louis se sent gagné par une forme de négativité. Il n'a plus envie de vivre, il n'a plus envie de se battre, il n'a même pas envie d'essayer. Il a d'autant moins envie d'essayer que l'ennemi contre lequel il se bat, le temps, est ici caractérisé, décrit au moyen de l'isotopie de la violence. C'est le 8e élément à repérer dans cette première partie, et l'avant-dernier élément. L'isotopie de la violence, qui apparaît ici en bleu marine très foncé. Isotopie de la violence que l'auteur utilise pour décrire le temps, qui apparaît effectivement ici comme un ennemi redoutable face auquel on ne peut rien. Regardez comment il est décrit, cet ennemi. On nous parle d'un danger extrême. L'épithète ici, elle vient renforcer de façon presque hyperbolique le danger, donc la violence. On nous parle, encore une fois,
de gestes violents. Alors, ici, bien sûr, c'est le geste de Louis qui est violent, mais il ne faut pas faire de gestes trop violents, sans quoi ça réveillerait l'ennemi qui est lui-même gagné par cette violence, et l'ennemi qui détruit. Donc ici, cette isotopie de la violence, elle montre vraiment, au fond, que le combat contre cet ennemi est complètement vain. On ne se bat pas à armes égales dans cette pièce. Louis n'est pas suffisamment armé pour affronter le temps. On retrouve donc le registre tragique et peut-être, parce que vous allez voir dans la deuxième partie que Louis se réveille, peut-être une sorte de prémisse du registre épique. Parce que du coup, avec l'isotopie de la violence, on a peut-être le thème de l'affrontement et du combat qui commence à être installé. Alors dans cette première partie, il n'y a pas de combat, puisque Louis nous dit de toute façon c'est foutu, je ne vais pas combattre. Mais dans la deuxième partie, il va peut-être se réveiller. Donc on a peut-être ici les prémices du registre épique. Mais à coup sûr, en tout cas, le registre tragique. Vous voyez à quel point il revient le registre tragique dans cette première partie, omniprésent. Enfin, dernier élément à repérer dans cette première partie, c'est l'anacolute. Alors, l'anacolute, c'est quoi? Je vous rappelle que c'est une rupture de construction. C'est une rupture dans l'organisation de la phrase. C'est quand on vient mettre, généralement entre virgules, un élément qui aurait eu sa place plus logiquement plus tard dans la phrase. Ici, c'est anacolute, c'est l'année d'après. Remarquez comment à chaque fois, cette précision, elle vient couper la phrase. Elle vient couper le propos du personnage. J'ai près de 34 ans maintenant et c'est à cet âge que je mourrai. L'année d'après. De nombreux mois que j'attendais d'en avoir fini. L'année d'après. Et on retrouve bien sûr la même chose dans la deuxième partie. L'année d'après, malgré tout, la peur. Malgré tout, l'année d'après, je destinais de retourner les voir. Bon, vous voyez comment, ici, cette anacolute, elle vient mettre en relief l'aspect terrible du temps. Le personnage est obsédé par cette année d'après, durant laquelle il va mourir. Dans cette première partie, on a donc vu que l'auteur installait une intrigue tragique. Notre personnage principal, Louis, qui a 33 ans, l'âge tragique par excellence, va mourir de façon certaine, décisive et irrémédiable. De quoi on ne sait pas. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'il ne pourra pas échapper à son destin. Et qu'en plus, il est tout à fait impuissant face à ce destin. Car l'ennemi contre lequel il combat, le temps, est infiniment plus puissant que lui. On va glisser vers la deuxième partie. Donc, il y a déjà des couleurs dans la deuxième partie, c'est normal, puisque vous savez qu'on a déjà identifié des choses quand on a commenté la première partie. Donc, je laisse les couleurs. Par contre, on va avancer et faire apparaître de nouvelles choses. Alors, dans cette deuxième partie, on a la deuxième information. Louis nous a dit, dans la première partie, je vais mourir. Dans la deuxième partie, il va nous dire, mais je vais retourner voir ma famille pour leur annoncer. OK. J'ai utilisé « mais » à dessein, parce que le fait de retourner voir sa famille, ça va avoir un impact, en fait, sur la psychologie de Louis. Il y a d'abord le premier élément à relever dans cette deuxième partie, c'est « malgré tout ». Malgré tout, c'est un groupe adversatif. Vous savez, adversatif, c'est ce qui crée une opposition. Malgré tout, ici, ça installe, plus simplement dit, un retournement de situation. On a vu que dans la première partie, Louis, il se disait « je suis fichu, c'est fini, c'est mort, et je n'ai même pas envie de me battre ». Oui, mais là, malgré tout, ça retourne complètement la situation. Et on va voir que dans cette deuxième partie, Louis, il décide finalement de lutter contre la mort. On va assister ici à Louis qui devient un héros tragique. Alors, justement, c'est le deuxième élément à relever. Le fait que Louis soit décrit en héros tragique, ça apparaît notamment dans cette phrase qui apparaît en bleu ciel. Prenant ce risque et sans espoir jamais de survivre. Un héros tragique, c'est quoi? C'est d'abord un héros qui a un destin auquel il ne peut pas échapper. OK. Un destin souvent funeste. Donc, un héros qui se sait condamné, un héros qui va mourir et qui sait qu'il va mourir. Mais il est héros, en plus d'être tragique. Et du coup, plutôt que d'attendre passivement la venue du destin, plutôt que de se faire dévorer par la mort, il va combattre. Il va tout donner pour essayer de déjouer son destin. En se disant, au moment où la mort le gagnera,
au moins j'ai essayé. Et c'est exactement ce qu'il nous dit ici, Louis. Prenant ce risque, et sans espoir jamais de survivre, prenant ce risque, je vais combattre, je vais me lever, je vais me dresser contre le temps, je vais essayer de déjouer mon destin. Et en même temps, il est pleinement lucide, sans espoir jamais de survivre. Vous voyez, ici, le deuxième élément qui est relevé dans ce passage, les caractéristiques du héros tragique que je vous ai dépeintes très rapidement, ça montre qu'on a encore affaire au registre tragique et, comme je le disais tout à l'heure, au registre épique. Parce que oui, en fait, oui, il va décider de combattre le temps, de combattre son destin. Alors, comment il va faire? Tout va se passer grâce, ou plutôt à travers le retour aux racines, le retour à la famille. Le thème du retour, qui est le troisième élément à relever dans ce passage, il est bien sûr très présent, il est décisif et il permet à Louis de contrecarrer son destin. Alors, il apparaît ici en bleu marine clair, ce thème du retour. Je décidais de retourner les voir, revenir sur mes pas, aller sur mes traces et faire le voyage. Alors ici, on a beaucoup d'éléments intéressants. D'abord, je décidais. Remarquez que dans la première partie, Louis, il est toujours dominé par les événements extérieurs. Il ne décide de rien. C'est la mort et le temps qui décident pour lui. En revanche, dans cette deuxième partie, c'est Louis qui décide. Vous voyez que le retour vers la famille, c'est la volonté de Louis qui s'exprime. C'est un acte de Louis, un acte qui est 100% formulé par sa propre volonté. Il décide pour une fois. Et en décidant, il combat. Remarquez qu'en plus, il utilise un verbe du passé simple. Le passé simple, on a déjà parlé de la valeur de ce temps. C'est le temps du passé qui fait avancer l'intrigue, qui fait avancer l'action. Première chose. Deuxième chose, on remarque que dans ce retour, il y a un certain nombre de mots qui ont un préfixe, le préfixe re ici, retourner, revenir, qui marque, donc le préfixe re, qui est un préfixe qui marque la répétition, le recommencement. Et le recommencement, c'est un peu l'inverse de la mort, en fait. C'est ce qui vient contrecarrer la mort. La mort, c'est la fin totale, derrière laquelle il n'y a plus rien. En tout cas, telle qu'elle est présentée ici dans le texte. Oui, mais le recommencement, c'est précisément ce qui vient déjouer la mort. On voit donc comment, ici, ces retrouvailles, ce retour aux sources, ça peut permettre de déjouer la mort. Enfin, on a l'expression « faire le voyage » qui apparaît ici en souligné, qui est un peu polysémique, dans la mesure où, en fait, elle résume la pièce. C'est bien une pièce qui va dépeindre un voyage à double titre, parce que d'abord, c'est un déplacement physique que fait le personnage Louis. Louis, il va faire le voyage vers sa famille. Puis bien sûr, c'est le voyage un peu plus métaphorique, un peu plus imagé, un peu plus figuré, le voyage vers la mort. Et ici, il consent pleinement à faire ce voyage. C'est lui qui décide de faire ce voyage. Donc, vous voyez comment, ici, la mort n'a plus d'emprise sur lui. C'est lui qui décide pleinement et totalement ce qui va lui arriver. Alors, ce retour, bien sûr, il est motivé par l'annonce. Quatrième élément à relever, l'annonce. Il ne vient pas simplement pour passer un bon moment avec sa famille, ce qui serait d'autant plus étonnant parce que sa famille, voilà longtemps qu'il n'en a pas vu les membres. Il vient pour faire quelque chose de fort, de courageux en un sens, pour annoncer sa mort. Alors, le thème de l'annonce, bien sûr, je l'ai mis en gras ici, c'est l'autre verbe clé, le verbe qui vient complètement contrecarrer le premier verbe dont on avait parlé. Le premier verbe dont on avait parlé, c'est mourir. Et face à mourir, il y a un autre verbe qui se dresse, c'est annoncer. Annoncer qui apparaît ici, annoncer qui apparaît là, par ailleurs. Deux endroits, forme d'anaphore qui vient bien installer l'importance de ce thème. L'annonce, remarquez comment elle est mûrement réfléchie. On assiste, de fait, à une énumération des adverbes de manière. Cette énumération, elle est soulignée, lentement, avec soin et précision. Là, on a presque un chiasme. Je dis bien presque parce que je ne sais pas si lentement et précision, c'est tout à fait la même idée, même si je pense que si, dans la tête de Louis, le chiasme, je vous rappelle, c'est la configuration, l'organisation d'une phrase en A, B, B, A. Et ici, on aurait donc lentement, A, avec soin B, précision A. Parce que je pense que dans la tête de Louis, lentement, ça veut dire lentement pour bien trouver mes mots, pour bien dire exactement ce qui se passe. Donc, c'est quand même une forme de précision.
Donc ici, une énumération sous forme de chiasme, et puis juste en dessous, une énumération ternaire, lentement, calmement, d'une manière posée. Remarquez comment, ici, Louis, il refuse d'être solennel. Il ne s'agit pas de faire une grande annonce tragique où tout le monde va pleurer. Non, non. Il s'agit de dire les choses factuellement, dire les choses de façon posée. Lui, d'ailleurs, qui s'autodécrit ici comme un homme posé. Et remarquez comment, et là, il utilise une figure de style dont je vous parlerai tout à l'heure, qui s'appelle l'épanorthose. L'épanorthose, ça apparaîtra un tout petit peu plus loin dans l'explication de texte. L'épanorthose, c'est quand je m'auto-corrige. Quand je dis un mot et que tout de suite après, j'en utilise un autre, comme pour me corriger. Alors pourquoi on a une épanorthose ici? Eh bien parce que Louis, il refuse d'être solennel, en fait. Il refuse d'être tragique. Il refuse d'être aussi funeste que la mort. Il nous dit, je viens annoncer, et juste ensuite, il dit dire, seulement dire. Et si on a l'occasion de regarder ensemble le prologue de la pièce jouée par la Comédie Française, vous verrez comment l'acteur il prononce ces 3 lignes. L'acteur il dit quelque chose comme pour annoncer, là il secoue la tête de gauche à droite, comme pour dire non. Dire, seulement dire. Vous voyez comment il rétrograde. Annoncer, c'est un peu solennel quand même, c'est quelque chose d'un peu fort. Dire, c'est un peu en dessous. Et d'ailleurs, l'adverbe seulement dire, ça montre bien que c'est moins fort qu'annoncer. Donc là, en fait, il dédramatise, oui, il dédramatise complètement ce qui se passe. Alors, par ailleurs, et ça va apparaître juste après, dans ce 4e élément à repérer, le thème de l'annonce, que je vous ai un peu décrit, on assiste du coup à Louis qui réfléchit à sa manière de parler, à la manière dont il va annoncer cette terrible nouvelle, mais aussi à qui il va dire les choses. Bref, il réfléchit à comment il va faire et à qui il va parler. Du coup, il agit un peu comme un véritable metteur en scène. Un véritable metteur en scène, un véritable comédien qui réfléchit à la manière dont il va jouer son annonce devant des spectateurs. Et ici, on a comme une mise en abîme, on a du théâtre dans du théâtre. Parce que, alors je ne l'ai pas souligné au-dessus, mais je vous le montre en dessous, il désigne aussi ceux à qui il va parler, et c'est très flou en fait. Et là aussi, quand vous regarderez la mise en scène, vous verrez que l'acteur, il pointe des éléments, il pointe des personnages dans la pièce, sur scène, tous les membres de sa famille, mais il pointe aussi des spectateurs. En souligné, ici, vous avez les spectateurs de l'annonce, c'est-à-dire les autres personnages de la pièce, mais aussi nous. Donnez aux autres et à eux, tout précisément, toi, vous, elle, ceux-là encore que je ne connais pas. Alors, toi, vous, elle, c'est certainement les membres de la famille. Ceux-là encore que je ne connais pas, c'est qui? Ben, c'est nous, en fait. Parce que nous aussi, on va assister à cette annonce. Louis va aussi nous parler. Louis, il va aussi nous annoncer sa mort. Et je serai amené à vous le dire, mais vous savez que cette pièce, elle est, enfin vous le savez peut-être pas encore, elle est grandement autobiographique. C'est aussi un moyen pour l'auteur, Jean-Luc Lagarce, qui était contaminé par le sida à l'époque, années 80-90, épidémie de sida, aucune façon de guérir la chose. Donc quand on a le sida, on se sait condamné à l'époque. C'est aussi une façon pour lui de nous annoncer qu'il va mourir. Et du coup, ici, on assiste véritablement à du théâtre dans du théâtre, donc à une mise en abîme. Alors, on enchaîne et on avance un peu. L'autre isotopie, et c'est le 5e élément à voir, bien sûr, la grande action de cette pièce, ça va être l'annonce. Et du coup, ce n'est pas une pièce avec 1001 péripéties. Ce n'est pas une pièce où il va se passer, où il va y avoir des explosions dans tous les sens. Dans le grand vecteur de l'action, et c'est le 5e élément à repérer, c'est la parole. Il va s'agir de parler dans cette pièce. Et on a effectivement, 5e élément, une isotopie de la parole qui est très présente et qui va bel et bien constituer, au fond, l'action fondamentale de cette pièce. Cette isotopie de la parole, elle apparaît entre les 2 barres verticales. On a annoncer, annoncer, dire, dire, annoncer, messager.
Alors, cette isotopie de la parole, hein, je vous l'ai dit, elle est vraiment centrale parce qu'elle montre que tout va se passer par la parole dans cette pièce. Et puis, plus globalement, juste la fin du monde, nombreux sont ceux qui considèrent que c'est une tragédie de la parole et de la communication. C'est l'histoire de quelqu'un qui essaye de dire quelque chose, mais qui n'y arrive pas. C'est l'histoire de personnages qui essayent de se parler, mais qui ne font qu'entrer en conflit. C'est l'histoire d'une communication qui n'arrête pas d'échouer. C'est aussi l'histoire d'un homme qui va toujours chercher le mot juste. Et dans toute la pièce, vous allez voir qu'ils parlent tous très bizarrement, un peu comme dans cet extrait, en revenant sans cesse sur leurs mots. Bref, en utilisant fréquemment des épanorthoses. L'épanorthose, c'est la figure de style dont je vous ai parlé, le fait de se corriger. C'est la grande figure de style de cette pièce de théâtre, ça s'écrit comme ça, l'épanorthose. Ça consiste du coup à s'auto-corriger, d'accord? Elle est partout présente dans la pièce Juste la fin du monde. Donc cette isotopie de la parole, elle nous montre bel et bien que toute l'intrigue repose sur l'annonce de Louis. On avance, ce retour aux sources, cette volonté d'annoncer à sa famille qu'il va mourir. Je disais tout à l'heure que ça permettait à Louis d'avoir une forme d'emprise sur son destin, d'être un héros tragique. Et de fait, sixième élément qui apparaît ici, on va dire en rose, on a l'isotopie de la volonté. Ce retour vers sa famille, c'est une tentative de la part de Louis de rester maître de son destin. Et regardez comment il envisage ce retour, comment il parle de ce projet. Je veux en être moi-même l'unique messager. J'ai toujours voulu et décidé en toutes circonstances. Vous voyez, c'est la volonté qui s'exprime ici, c'est moi qui décide. Et remarquez d'ailleurs comment ce verbe, ce participe passé se répète deux fois d'affilée. Pouvoir, là encore, décider, être responsable de moi-même, être mon propre maître. Mon propre maître, être mon propre maître, c'est quand même le dernier mot, les derniers mots de ce prologue. Toute cette pièce va raconter l'histoire justement de quelqu'un qui essaye d'assumer son destin tragique, d'être un héros tragique de part en part, et de se dire, je sais que je vais mourir, mais je vais quand même tout faire pour partir dignement, je vais quand même tout faire pour rester maître de mon destin, quoi qu'il arrive. Je dois mourir très bien, mais à moi de décider comment je meurs et de quelle façon je vais partir. Toutefois, et c'est une note un peu plus sombre, ce qu'on repère juste à côté de cette isotopie de la volonté, c'est l'isotopie de l'illusion. En fait, le personnage, il n'est pas dupe, il est lucide, la lucidité étant d'ailleurs une des grandes caractéristiques du héros tragique. Il est lucide parce qu'il sait qu'il ne restera pas maître de son destin. Il sait qu'il n'arrivera jamais véritablement à maîtriser son destin. Il sait que c'est quand même la mort qui dicte ses jours, que c'est la mort qui va dicter tout ce qui se passe dorénavant. Et sans surprise, on retrouve septième élément à repérer, l'isotopie de l'illusion, qui apparaît ici en couleur un peu cyan, à travers les deux verbes « paraître ». Vous voyez qu'il ne s'agit pas de décider, mais de paraître décidé. Il ne s'agit pas de vouloir, mais de paraître vouloir. Il ne s'agit pas d'être responsable de soi-même et d'être son propre maître, mais d'avoir l'illusion d'être son propre maître, d'avoir l'illusion d'être responsable de soi-même. Et on retrouve du coup le registre tragique. Le registre tragique qui est toujours là, qui ne quitte pas le personnage. Alors on arrive vraiment vers la fin de cette séance. Hop là, avec peut-être l'annonce, c'est le huitième élément. Donc on a vu, hein, le thème, l'intrigue, elle est très clairement posée. On sait ce qui va se passer, comment ça va se passer, ainsi de suite. Ça va être une histoire d'annonce, donc on est vraiment dans un prologue traditionnel, même s'il y a plein d'éléments complètement atypiques qu'on a déjà pu relever. On a peut-être aussi, c'est le huitième élément à repérer, l'annonce d'une intrigue secondaire, intrigue un peu implicite, à travers ce qui apparaît ici en gras, depuis le plus loin que j'ose me souvenir. Ici, c'est peut-être l'annonce d'une intrigue secondaire qui sera effectivement pleinement présente dans la pièce, c'est-à-dire l'exploration du passé. Il va s'agir de revenir sur ce qui s'est passé dans cette famille. Pourquoi est-ce que Louis est parti? Pourquoi est-ce que tout le monde s'embrouille en permanence? Et le père, il est où dans tout ça? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il va s'agir de recoudre les plaies et du coup de reparcourir l'histoire familiale. Allez, dernier élément. Bien sûr, je vous l'ai déjà dit au tout début, la forme même du prologue. Comme du reste, la forme de cette pièce de théâtre, elle n'est pas anodine.
Remarquez qu'il y a une très grande musicalité dans ce prologue et dans toute la pièce, que, au fond, les personnages ne parlent pas du tout de façon réaliste et naturelle, et ce n'est pas la volonté de l'auteur. On a l'impression, au contraire, qu'ils parlent sous forme de poèmes et de vers libres. Les phrases sont très longues, très très longues. Pour ainsi dire, tout ce prologue n'est constitué que d'une seule et même phrase. C'est dire quand même, 35 lignes, une seule phrase. Une phrase structurée en vers libres qui multiplie les allitérations. J'en ai identifié quelques-unes ici qui apparaissent comment dire, entre les deux barres obliques. Voilà, il y en a dans tout le passage. Comme on est ici en train d'étudier une pièce de théâtre et pas un poème, ce n'est pas non plus la peine de relever tous les jeux de sonorité parce que sinon on n'est pas couché, mais on peut quand même en donner des exemples. Voilà dans la dernière phrase, remarquez cette alternance entre l'allitération en M et en D, me donner, donner, dernière, d'être moi-même, d'être mon propre, d'accord. Ici, on a là véritablement succession d'allitérations en me, en D et en P. J'aurais pu ajouter du coup, ici, je le ferai tout à l'heure, le P qui est là. Une musicalité, vraiment la volonté de proposer quelque chose qui est musical, tant et si bien que ce prologue, comme du reste, toute la pièce, apparaît comme un cantique funèbre. Un cantique, c'est quoi? C'est un chant. Un chant funèbre, c'est un chant qui parle de mort. Tant et si bien que ce prologue apparaît comme une sorte de chant du cygne. Alors, le chant du cygne, c'est quoi? C'est la dernière grande œuvre d'un artiste. C'est une légende, en fait, qui raconte que le cygne, avant de mourir, pousse son plus beau cri, pousse son plus beau chant. D'ailleurs, rappelez-vous, le titre de ce chapitre que je serai amené à élucider dans la dernière explication de texte, c'est « Un beau et grand cri ». Ici, c'est bel et bien le chant du cygne qu'on entend. Le chant du cygne de Louis, qui vient nous dire, peut-être avec son plus beau chant qu'il va mourir, le chant du cygne de Jean-Luc Lagarce, qui vient nous faire comprendre que c'est peut-être là sa dernière œuvre. S'il y a du registre tragique dans cette pièce, dans ce prologue tout au moins, et dans toute cette pièce de toute façon, mais aussi du registre épique, il y a aussi, et bien évidemment, dans ce prologue comme dans toute la pièce, un registre lyrique qui est omniprésent. Voilà pour cette explication de texte. J'espère que tout était clair et je vous souhaite une excellente journée et bon courage pour vos révisions.